Donald Trump, le candidat républicain à la présidentielle, a de nouveau été visé par une tentative d'assassinat dimanche dernier à 50 jours de l'élection. Une première tentative d'assassinat avec des coups de feu avait eu lieu seulement 2 mois avant. Aux États-Unis, la polarisation de la vie politique est extrême. Les menaces, les intimidations et les insultes se multiplient. Bonjour, Amy Green. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la politique américaine, on vous doit notamment l'Amérique. Face à ces fractures parues ce mois-ci chez Talandier, comment l'Amérique réagit-elle à ce second attentat? Alors il faut être précis, comme on l'a dit, le tireur n'a pas tiré, Oui. on peut imaginer qu'il voulait le faire. Que sait-on aujourd'hui à ce sujet, Amy Green? On voit à peu près la même réaction que la dernière fois, c'est-à-dire que d'une part, il y a la condamnation globale, large de la classe politique de cette forme de violence qui déplorait en effet l'existence des personnes ou en tout cas la possibilité des tentatives et puis de la place de la violence en politique. Et puis après, il y a des partisans démocrates et républicains qui soutiennent leur candidat toujours. Ça ne fait pas nécessairement bouger les lignes là-dessus. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'après la condamnation générale, on voit les mèmes, on voit l'Internet qui réagit avec à la fois l'indignation pour les soutiens de Trump et puis de l'autre côté, on voit parfois des moqueries, comme la dernière fois, les mèmes qui remettent en question l'existence même de cette situation, qui sèment le doute sur est-ce que c'était pas falsifié pour attirer l'attention sur Trump. Donc, on voit vraiment une multitude de réactions, mais pas du tout consensuelles. Bon, et puis, bien sûr, des interrogations sur le Secret Service et la manière dont l'ancien président, aujourd'hui candidat, est protégé. Oui, la dernière fois, la chef des services secrets a démissionné, justement en raison de l'absence de précaution, en tout cas du fait que la tentative d'assassinat a eu lieu. Le président Biden s'est engagé à mettre plus de personnes autour du président Trump. Et puis cette fois, il vient d'admettre ils n'ont pas fouillé le périmètre autour du président. Ils ont décidé de rester autour de lui. Et donc finalement, ce travail d'avance qui est effectivement de sécuriser l'ensemble du périmètre autour de l'ancien président n'a pas été fait. Donc à nouveau, le service secret dans la collimateur, en tout cas pour ce manque de protection. Alors, ce qui est étonnant, c'est que il y a une tradition aux États-Unis, donc de violence politique. Peut-être, si vous pouviez, Amy Green, nous rappeler quelques dates importantes à cet égard. Oui, les États-Unis ont été marqués par des moments, des périodes de violence un peu aiguës. Et force est de constater que le premier exemple qui vient à la tête, c'est des années 60. Nous avons eu 4 présidents assassinés en fonction. Dans les années 60, je pense à cette situation sociale absolument fracturée, comme on peut assister aujourd'hui, avec l'assassinat de John F. Kennedy, de Martin Luther King, de Robert Kennedy, de Malcolm X. Donc c'était une période vraiment d'une grande violence politique. Après, il ne faut pas oublier que le président Gerald Ford a survécu à 2 tentatives d'assassinat. Ronald Reagan aussi a survécu à une tentative d'assassinat dans les années 80. Donc finalement, dans la vie contemporaine américaine, il y a quand même ces périodes-là de violence un petit peu aiguës. Comment expliquez-vous cela, Amy Green? Et disons que ça fait une c'est vrai que c'est un pays qui est basé dans le système politique et d'une certaine manière, conditionné sur la capacité à chercher des compromis. Néanmoins, si je dois essayer de décrypter en tout cas ce qui se passe aujourd'hui, ce qui peut marquer la vie contemporaine américaine, c'est vraiment la polarisation sociale. En effet, on avait parlé des années 60 à l'instant, avec la fracture sociale, avec des changements sociaux assez importants. Aujourd'hui, je pense qu'on assiste à des phénomènes un peu similaires, c'est-à-dire il y a la transformation de la société, que ce soit démographique, que ce soit des inégalités, pardon, enfin, la transformation démographique, des inégalités économiques. Il y a un certain nombre de phénomènes qui font que la vie quotidienne des Américains aujourd'hui s'effrite. Les conditions de vie se dégradent progressivement. Et vous avez depuis l'année 2016 une personne, Donald Trump, qui adopte un discours politique très violent, qui taxe ses adversaires d'ennemis, qui appelle à la violence assez régulièrement. Et je pense qu'on peut voir la corrélation, en effet, entre ce pic de violence depuis 2016 et l'arrivée sur la scène de Donald Trump en même temps. Bon, mais alors là, c'est paradoxal parce que ce serait contre les violents que monte la violence. Y a-t-il, selon vous, à Green, également une causalité liée à la circulation des armes?
Apparemment, cet homme qui a donc, été arrêté par le Secret Service avait un AK-47, autrement dit une mitrailleuse de guerre. Je doute que ce soit en vente libre aux États-Unis, un AK-47, ça l'est? Mais en fait, la présence des armes aux États-Unis, évidemment, est une forme de bruit, de fond, en fait, qui plane sur la scène américaine. C'est devenu même un problème de santé publique, mais il est nécessaire de rappeler, comme je fais dans mon livre, justement, qu'il y a plus d'armes, que d'Américains aujourd'hui. Nous avons des États fédéraux qui chacun légifèrent en fonction des courants politiques, avec une vraie différence qui marque la gauche et la droite aux États-Unis. Et donc, nous allons trouver dans certains États, comme la Floride ou ailleurs, des lois très laxistes finalement qui permettent l'achat assez libre de ces armes de guerre, sans vraiment beaucoup de contrôle préalable ni de conditions sur le port d'armes. Et au contraire, dans des États plutôt gouvernés par des personnes de gauche, en tout cas, on va trouver des lois un petit peu plus rigoureuses. En tout cas, c'est vrai que la présence des armes aux États-Unis fait en sorte que le plus d'armes qu'on a, le plus facilement on va trouver le passage à l'acte en utilisant un arme. On va trouver ça jusque dans les foyers, et ce n'est pas étonnant de voir que dans les scènes de passage à l'acte de violence politique, on va également trouver la présence des armes. Mais alors c'est lié parce qu'il faut quand même voir, Amy Green, que c'est lié aussi à une autre conception de l'État, c'est-à-dire que la notion de légitime défense qui, en France par exemple, est strictement encadrée, est plus lâche d'une certaine manière aux États-Unis, où on considère que l'individu doit pouvoir se protéger indépendamment même de l'État. La deuxième amendement de la Constitution laisse entendre ça. C'est une interprétation, en effet, de la Constitution qui garantit le droit aux citoyens de s'armer. Les démocrates, ils vont argumenter que les fondateurs des États-Unis n'ont jamais pensé à ces armes de guerre, les AK-47 que vous avez évoquées, etc. Et en effet, ce droit-là, ça reste assez sacré aux États-Unis. Il faut en effet se rappeler que la raison pour laquelle de très grands nombres, enfin de très nombreux Américains se procurent des armes, c'est en effet pour se défendre. On peut aussi repenser au débat entre les deux candidats à la présidence, pour se rappeler le propos de Kamala Harris qui a dit qu'elle-même elle est porteuse d'armes, elle est déteneuse d'armes, et pour les raisons de protection en tant qu'ancienne procureure. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion de protection de soi, protection de sa famille, de son domicile, en effet, qui existe assez fortement aux États-Unis. Bon, ce qui veut dire que, il est très difficilement imaginable que ce droit soit remis en cause, par qui que ce soit à brève échéance, Amy Green. Alors, il y a pas du tout d'espace dans le débat politique pour enlever les armes aux Américains. Ça n'existera pas assez prochainement. D'ailleurs, c'est une critique ou une accusation de Donald Trump envers Kamala Harris. Et c'est assez classique des républicains vers des démocrates en disant qu'ils veulent prendre vos armes, etc. L'espace qui pourrait bouger, en effet, sur la question des armes, c'est les contrôles, c'est les lois. Et là, on a un vrai clivage partisan là-dessus. En effet, il n'y a pas de question de retirer des armes, mais en tout cas, le Parti démocrate, notamment, incarne une politique de mettre en place des conditions beaucoup plus rigoureuses pour acheter des armes, avec des contrôles préalables, avec des exceptions pour des personnes condamnées pour des violences intrafamiliales, par exemple, avec des problèmes avérés de santé mentale. Donc, en fait, ils prônent une approche beaucoup plus rigoureuse par rapport au Parti démocrate, républicain. Mais sur le plan anthropologique, vous qui connaissez les 2 sociétés, la société américaine et la société française, par exemple, vous trouvez que la société américaine est plus violente, qu'il y a un plus de facilité, ou en tout cas que dans les mentalités, la violence est plus présente? Je pense que la violence est particulièrement présente aujourd'hui parce que c'est la conséquence d'un processus social, en fait, qui est en train de se passer. C'est-à-dire que à la fois, on a des conditions de vie, comme j'ai rappelé tout à l'heure, qui se dégradent pour l'Américain moyen. Que ce soit des Américains de gauche ou de droite, d'ailleurs, il peut y avoir des souffrances partagées. L'expression de ces souffrances peut varier assez radicalement. Et puis après, on a la situation de la méfiance vis-à-vis des institutions. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité politique unanimement légitime, qui peut fédérer justement la société américaine. Et dans l'absence justement de ces espaces d'autorité et de légitimité, le terrain est totalement fertile pour que les discours de violence et même l'appétence pour la violence deviennent plus importantes. Et alors ça, est-ce que Joe Biden a été, impuissant? Parce que bon, il y a eu énormément de mass shooting, de tueries de masse sous, la présidence, de Joe Biden. Je crois qu'il y en a près de 400 en moyenne, en une année aux États-Unis.
Et à chaque fois, il a eu donc des mots très durs, mais bon, ça ne modifie rien à cet égard. C'est une véritable épidémie. Alors oui, les fusillades, ça reste malheureusement un marque de fabrique macabre des États-Unis, c'est évident. Joe Biden a eu un espoir de pouvoir rassembler le pays autour des valeurs traditionnelles, autour de justement de la droiture, autour du bien-être, autour de la solidarité et l'union des Américains. Ça n'a pas marché. Une personne seule ne peut pas le faire à partir du moment où on a un tel clivage, une telle polarisation. Cette polarisation n'est pas nouvelle. Ça ne cesse de croître depuis au moins les années 90 pour l'époque contemporaine. Mais finalement, ça dépasse la seule personne de Joe Biden à partir du moment où le pays est fracturé en deux. Si vous manquez l'adhésion de la moitié du pays, c'est très difficile de passer à autre chose. Merci, Amy Green. Je Merci. rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'Amérique face à ses fractures. C'est chez Talandier.